Les mises en scène du raffermissement des relations entre la Russie et le Mali n'en finissent pas. Elles vont crescendo et s'inscrivent à l'opposé du bras de fer qui oppose le pays sahélien à la France, l'ancienne puissance coloniale. Nouvelle démonstration ce jeudi 11 novembre, lorsque Sergueï Lavrov et Abdoulaye Diop, respectivement chefs de diplomatie russe et malienne, ont réaffirmé, à Moscou, leur volonté de poursuivre le partenariat militaire entre leurs deux pays, arguant d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. Tout en écartant le recours à la société paramilitaire privée russe Wagner. Le voilà, le nœud du problème. Depuis des mois, les rumeurs font état d'un contrat imminent entre la junte malienne et l'organisation paramilitaire, proche du Kremlin. Aux grandes dames de la France. Les autorités maliennes continuent donc d'agiter le chiffon rouge Wagner tandis que le discours de la France se veut plus ferme que jamais. Tout a commencé au moment de l'annonce, le 10 juin dernier par le président français Emmanuel Macron de la transformation de l'opération Barkhane, qui devrait se traduire par la réduction du nombre de soldats qui passerait de 5100 actuellement à environ 3000 et la fermeture de 3 des 5 bases françaises au nord Mali, Thessalie, Tombouctou et Kidal. Pour Bamako, la décision du chef d'État français, qualifiée au passage des « abandons en plein vol », vise à rassurer l'opinion publique dans un contexte préélectoral français. Au-delà des discours officiels et des mises en scène, que sait-on vraiment de Wagner ? Les autorités maliennes ont-elles réellement intérêt à signer un contrat ? Pourquoi le sujet est-il également un enjeu politique interne au Mali ? Sociologue, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales, CERI, unité mixte de recherche commune à Sciences Po et au CNRS, également spécialiste de l'Afrique subsaharienne, Roland Marchal a accepté de décrypter ce qui se joue autour d'une possible arrivée de Wagner au Sahel. Le Point Afrique, depuis plusieurs mois Paris et Bamako s'écharpent sur l'éventualité d'un recours à l'organisation paramilitaire Wagner. Que faut-il comprendre de la situation ? Roland Marchal, il faut nuancer le contexte dans lequel s'inscrit cette escalade de tensions entre le Mali et la France. La prolongation de la transition au-delà de février 2022, d'un côté, et l'élection présidentielle qui doit déboucher sur le transfert du pouvoir à des civils, de l'autre, sont au centre des enjeux. Ensuite, concrètement, si d'un point de vue politique, le changement de partenaire est envisageable pour les autorités maliennes, il n'en est pas de même sur le plan militaire. Le pays se trouverait isolé dans la sous-région. Ses voisins, dont le Niger, qui joue un rôle essentiel, et d'autres comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, sont en désaccord. D'où le bras de fer en cours également avec la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pourquoi la réalité de l'existence même de l'organisation Wagner pose question ? C'est l'une des aberrations actuelles. C'est-à-dire qu'officiellement, Wagner n'existe pas. La législation russe interdit le mercenariat tout comme la législation française. Ce qui explique pourquoi et le Premier ministre malien et le président centrafricain disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de Wagner. Mais nous savons que Wagner existe. Plus précisément, il s'agit des sociétés militaires privées financées par l'oligarque russe Evgeny Prigojine et placées sous la direction de Dmitri Utkin, un ancien officier du renseignement militaire russe. On les a vus pour la première fois en Ukraine en 2014, ensuite en Syrie, puis en Libye aux côtés du maréchal Khalifa Haftar. Surtout, on a vu ces paramilitaires par moments bénéficier du soutien de l'armée russe en Libye par exemple. En Afrique subsaharienne, ils ont été à la manœuvre au Mozambique avec le résultat que l'on connaît, et tout particulièrement en Centrafrique. Pour brouiller les pistes, Wagner crée des déclinaisons locales pour être dans le droit national du pays dans lequel il opère. Pourquoi le recours du Mali à cette société de mercenariat crispe-t-il autant les partenaires traditionnels du pays, France en tête ? Le groupe Wagner est accusé, notamment par la France, de se rémunérer sur les ressources des pays dans lesquels il intervient et de servir les intérêts du Kremlin dans sa conquête géopolitique. Le vrai problème, c'est que le recours à Wagner ne sera pas sans conséquences, d'une part pour les populations, et d'autre part, pour l'armée malienne qui sera attaquée très frontalement et n'aura pas le backup de ses autres partenaires. Les premiers qui vont souffrir et qui vont être tués, ce seront les civils. Ce sont eux qui ont le plus à perdre dans cette histoire qui ressemble de plus en plus à une lutte pour le pouvoir. Ensuite, ce seront les militaires maliens qui sont sur le terrain, eux qui paient déjà un lourd tribut. Finalement, tout en niant l'arrivée de Wagner au Mali,
la Russie ne fait que renforcer son partenariat militaire avec les autorités, jusqu'à fournir près de 80% des équipements. À quoi joue le Kremlin ? Les Russes veulent montrer qu'ils offrent plus et mieux que les Français. Mais ils n'ont pas la même approche que les autres partenaires habituels du Mali. Les Chinois font du soft power. Ils ne se mettent jamais en contradiction frontale avec les Occidentaux. Ils ne proposent pas d'alternative globale sur des questions de sécurité et sont très prudents. Quand ils se positionnent, c'est plutôt du côté de la communauté internationale. Les Russes, eux, n'ont pas de soft power. C'est quand même une énorme différence. Plusieurs groupes armés maliens se sont prononcés contre le recours de la société paramilitaire russe. De nombreux Maliens ont bien compris que l'arrivée des Russes procédera d'un accord avec le sommet de l'État et qu'ensuite, sur le terrain, les groupes comme la coordination des mouvements de l'Azawad, alliés ou pas alliés, n'auront le choix qu'entre le silence et la confrontation. Avec les Français, c'est différent parce qu'il y a au moins des négociations et la possibilité de recourir au dialogue. Que pourrait représenter le coût financier d'un recours au groupe de sécurité privé russe pour Bamako ? La facture de l'opération avec Wagner sera forcément très élevée. S'il arrive au Mali, il faudrait que la société investisse sur la qualité de ses combattants et sur des moyens aériens significatifs. Parce que les Maliens ne pourront plus compter sur les Américains qui ont déjà averti qu'ils n'acceptaient pas que Wagner s'installe. Ils menacent de ne plus donner de renseignements. Les moyens aériens des Français ne seront plus à disposition et la MINUSMA sera sans doute beaucoup plus prudente, compte tenu des dommages collatéraux constatés dans d'autres pays comme la Centrafrique. Tous ces partenaires ne voudront pas être associés à des cas de bavure. Et sur le terrain, en termes de réorganisation, le Mali prendrait, également, un très grand risque sur le terrain puisque la présence française même réduite garantit une présence européenne, à travers la force Tabuka. Sans cela, Bamako perdrait l'appui budgétaire dont il bénéficie actuellement dans son combat contre le terrorisme. Il y a un autre aspect qui apparaît au second plan mais qui me semble essentiel, c'est le bilan de Wagner. Si on regarde les gains militaires obtenus par les salariés de Wagner en Centrafrique, ils sont conséquents mais les mouvements armés auxquels ils s'opposaient n'étaient pas aussi bien équipés, aussi bien organisés et entraînés que les groupes djihadistes qu'on retrouve aujourd'hui au Sahel.